Boa tarde, eu sou Roberto Pedretti, diretor da Bíblia Maison, a Biblioteca do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro. Poder contar com a participação aqui do senhor cônsul Alejandro Bittar, Andréa Pachá e do autor Alexandre Najar, conversando sobre esse tema tão relevante, porque para nós da Bíblia Maison é um prazer, exatamente porque a biblioteca ela é dedicada à promoção da língua francesa nas expressões que atravessam o território francês. Então, a nossa missão está extremamente contemplada na recepção desse momento de confraternização da língua francesa em suas diversas manifestações e suas diversas áreas de afecção literária e cultural. Então, eu gostaria de passar a palavra agora à mediadora do encontro, que é a senhora Kátia Chalita, presidente da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, que vai conduzir essa nossa viagem nessa tarde. Muito obrigado. Obrigada, Roberto, muito obrigada. Eu diria bonjour, boa tarde, bonsoir, boa noite, já que nós estamos falando com o Brasil, com a França e com o Líbano ao mesmo tempo. É uma grande honra mediar este encontro que reforça os elos que unem já há longa data o Líbano, a França e o Brasil. O meu lado libanês agradece à Embaixada da França e à Bíblia Maison a gentil acolhida nesta tarde, quase noite. O meu lado francófono e francófilo saúda o querido Líbano na pessoa do senhor cônsul-geral, Dr. Alejandro Bittar, e em nome do Consulado-Geral do Líbano, o meu lado franco-libanês brasileiro dá as boas-vindas ao advogado e escritor Alexandre Najar e à juíza e escritora Andréa Pachá, que nos dão a honra de compartilhar suas ideias sobre a pandemia e o futuro da humanidade sob o ponto de vista literário. E merci também a todos vocês que nos acompanham agora. Eu vou passar a palavra ao Dr. Alexandre Najar, que é escritor franco-libanês, romancista, crítico literário, advogado, membro da Academia de Ciências de Alemar, agraciado com a Medalha de Ouro do Renascimento Francês e laureado com o Grande Prêmio da Francofonia 2020 da Academia Francesa. Alexandre Najar é dono de uma farta produção literária e autor de mais de 40 obras entre romances, biografias, ensaios e peças de teatro. Maintenant, je parle à vous, je m'adresse à vous, Maître Najar. Nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir et de suivre vos idées et vos réflexions. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Merci. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que le Brésil compte une très grande diaspora libanaise et je suis donc encore plus heureux de m'adresser à ce pays qui est un pays ami. Moi, donc, comme vous le savez, donc, je vis à Beyrouth. Je suis à la fois avocat et écrivain. J'ai aujourd'hui une trentaine de livres à mon actif, mais sont traduits dans une douzaine de langues, dont un seul en portugais, qui est la biographie de Khalil Gibran, et j'espère que d'autres suivront. Et voilà, donc je travaille à Beyrouth. J'étais à Beyrouth quand il y a eu cette terrible explosion du 4 août qui a bouleversé, qui a complètement détruit notre capitale. Et j'essaie aussi de défendre la culture libanaise à travers un supplément littéraire, un journal qu'on publie qui s'appelle L'Orient littéraire, qui peut être consulté par Internet. Donc, ça, depuis 2006, on l'a lancé. Et donc, c'est un journal qui parle de littérature en français. Et donc, on défend toujours la francophonie au Liban parce qu'on considère que, sans pour autant porter atteinte à notre identité, qui est une identité libanaise, avec un attachement au monde arabe, puisqu'on fait partie de ce monde arabe, mais nous pensons que la francophonie est un instrument de dialogue interculturel, c'est une ouverture sur le monde qui est importante pour nous, qui nous enrichit culturellement. Et c'est ce qui explique que les Libanais souvent réussissent à l'étranger, surtout dans le domaine artistique, c'est parce qu'ils ont justement cette ouverture sur le monde arabe, sur la culture française et sur l'anglais, bien entendu,
Et nous essayons toujours qu'on ait ce trilinguisme en nous, en plus que d'autres langues comme le portugais, l'espagnol ou l'italien ou l'allemand. Donc, c'est un atout pour nous. On n'a jamais considéré le français comme un héritage des colonies ou du mandat français, parce qu'en fait, le français existait au Liban bien avant le mandat, à travers les missions religieuses, les capucins, les jésuites, etc. Et puis, après l'indépendance du Liban en 1943, jusqu'à nos jours, le français continue d'exister. Donc, ça prouve bien que ce n'était pas lié à un contexte politique. Aujourd'hui, à peu près 52% de nos écoles ont le français comme deuxième langue. Les autres ont l'anglais comme deuxième langue et le français comme troisième langue. Donc, à peu près tous les écoliers étudient le français. On peut dire que pratiquement 100% étudient le français, mais plus de la moitié l'étudie comme deuxième langue et le reste comme troisième langue. Et nous, on a constaté quelque chose d'assez surprenant, que quand on étudiait le français en deuxième langue, l'anglais devenait facile, c'est-à-dire on arrivait à avoir l'anglais comme troisième langue, mais quand on étudiait l'anglais comme deuxième langue, souvent la connaissance du français était faible. Donc, ce qui a beaucoup encouragé les parents à inscrire leurs enfants dans des écoles où le français était la deuxième langue parce qu'ils savaient que le passage vers l'anglais comme troisième langue serait plus facile. C'est un phénomène que tous les pédagogues vous confirmeront et qui est assez bizarre. Peut-être que les règles sont plus difficiles ou peut-être que parce que l'anglais aussi est omniprésent à la télé, dans les radios. Donc, de toute façon, on est abreuvé d'anglais. Et donc, le français comme deuxième langue exige beaucoup plus de concentration, ce qui fait que passer du français à l'anglais devient beaucoup plus facile. Nous avons aussi une littérature francophone très importante, avec bien sûr Amin Maalouf, qui est à l'Académie française, qui a obtenu le prix Goncourt. Nous avons historiquement des gens comme Nadia Touaini, Georges Hadé, Salah Setiye et Farjal Lahayek. Ça, c'est dans le français. Et puis, bien sûr, on a une littérature arabe extrêmement riche. Et maintenant, on a aussi une littérature anglaise avec des gens comme Rawi Haj, comme Nassib Talib, comme Rabi Alameddin qui écrivent en anglais. Je pense Raymond Khoury aussi qui écrit des thrillers. Donc, on a au moins 4 écrivains aujourd'hui connus de langue anglaise. Et bien sûr, on a la diaspora. Au Brésil, on a Milton Hatoum, par exemple. On a aussi dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, au Pérou, enfin dans plusieurs. Il y a une vingtaine d'auteurs d'origine libanaise qui font partie un peu aussi de cette littérature. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, plus personne nous demande pourquoi vous écrivez en français, parce qu'ils considèrent que nous faisons partie intégrante de cette littérature libanaise et que le français est un moyen d'expression comme un autre. C'est une langue qui existe dans notre culture. Donc, personne ne vient dire aujourd'hui à Amin Maalouf pourquoi vous écrivez en français, parce qu'ils savent très bien que c'est une pensée libanaise. Moi-même, quand j'écris sur le Liban, j'écris sur Gibran, sur Beyrouth, j'ai écrit le dictionnaire amoureux du Liban. Donc, je transmets un message qui vient du Liban. Maintenant, la langue est un véhicule. C'est une langue que j'aime beaucoup, la langue française que je défends. Mais en même temps, pour moi, c'est un pont, un véhicule pour transmettre ces messages-là. Donc maintenant, on vit avec beaucoup d'harmonie avec cette langue, sans apparaître pour des gens qui ont renié leur langue, pas du tout. D'ailleurs, comme dans mon métier d'avocat, j'utilise la langue arabe en priorité parce que c'est la langue des tribunaux, puisqu'on a une juge avec nous. Donc, c'est la langue que nous utilisons dans les cours de justice, dans les tribunaux. Voilà. Donc, est-ce on a du temps encore ou je réponds à vos questions, quand vous voulez? Tout à fait, vous avez du temps et en fait, vous avez à peu près 15 minutes, 20 minutes, soyez à l'aise, on veut vraiment vous écouter. D'accord. Juste une anecdote avant de parler de moi, c'est une anecdote que j'ai adorée, que Milton Hatoum m'a racontée parce qu'on lui a rendu hommage une fois au Salon du Livre de Paris. On avait un stand du Liban et on l'a accueilli chez nous au stand et on lui a rendu hommage. Il m'a raconté une histoire très drôle. C'est que son père, qui était donc un émigré du Liban, qui vivait avec lui au Brésil, lui disait toujours moi,
trouve que ce que tu fais n'a pas de sens, que écrire n'est pas quelque chose de rentable et de lucratif, tu perds ton temps. Je considère que ce n'est pas une occupation sérieuse. Et évidemment, Milton Hatoum était vexé parce qu'il pensait que bon, ce n'était pas le cas et qu'il adorait écrire et tout. Jusqu'au jour où, ayant publié un livre, il a été commenté dans le plus grand quotidien libanais qui est An-Nahar en arabe. Donc, c'est une journaliste qui a lu le livre en français dans sa traduction et qui a fait une pleine page avec une photo de Milton Hatoum en arabe. Et le père a reçu ce journal d'un de ses proches qui a été surpris de voir donc son parent, son proche dans le journal. Et donc, il envoie le journal au papa de Milton Hatoum. Et là, il convoque son fils et il a les larmes aux yeux et il lui montre la page en arabe où on a parlé de lui avec une belle photo et dit « Maintenant, je sais que tu as réussi ». Donc, pour lui, venant du Liban, il considérait que le fait d'avoir eu sa photo et un commentaire sur son œuvre dans le journal, premier journal libanais, c'était ce qu'on appelle en anglais un achievement qui consistait à ce qu'il avait réussi. Pour ma part, en fait, pendant la guerre, j'ai beaucoup lu parce qu'on n'allait pas à l'école. Donc, c'est comme ça que je me suis familiarisé avec la langue française parce qu'on lisait beaucoup. Et puis, ayant beaucoup lu, à un moment, je me suis mis moi-même à vouloir raconter des histoires. Et à l'âge de 9 ans, j'avais fait un petit roman policier que ma mère avait tapé à la machine à écrire. Et un de mes frères qui dessine bien avait fait les illustrations. Et puis, 3-4 ans plus tard, on était toujours pendant la guerre et donc on ne savait pas comment s'occuper, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, j'ai créé un journal qui était écrit à la main. Donc, c'était sur un cahier d'écolier. J'avais fait un journal avec toutes sortes de rubriques. Et en fait, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque dans le village où j'étais. Donc, ce que je faisais, c'est que je louais ce journal. C'était peut-être le seul journal de l'histoire qui n'est pas vendu, mais loué. Donc, chacun des voisins, des amis, des parents le louait pour un jour pour le lire et participer au concours qui était dans le journal. Et avec l'argent de la location que je récoltais, donc tous les loyers que je récoltais, j'achetais le prix pour le concours qui était dans le journal. Donc, je ne gagnais rien en fait, mais c'était ma façon de faire la promotion du journal. Et quand j'ai relancé en 2006 l'Orient littéraire, le journal dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis revu enfant et j'ai été très ému en me disant que finalement, c'est un rêve d'enfant que j'ai concrétisé, que ce petit garçon qui, sous les obus, faisait son petit journal et qui le distribuait à ses copains, finalement, il a réussi à concrétiser cette chose. Et j'ai eu aussi ce sentiment que aussi pendant la guerre, on faisait des pièces de théâtre. Comme on est une famille nombreuse, nous sommes 6 enfants, dont 2 fois des jumeaux. Moi, bon, je suis l'aîné, je n'ai pas de jumeaux. Donc, on essayait aussi de s'occuper avec les cousins, les amis. Et donc, j'avais fait des pièces de théâtre. Et longtemps après, en 2001 et puis en 2018 et en 2019, j'ai fait 3 pièces de théâtre qui ont été jouées à Beyrouth, des pièces de théâtre en français, dont l'une parle d'un sujet très important qui est l'adoption, parce que beaucoup de jeunes Libanais pendant la guerre ont été adoptés, qui sont devenus des enfants adoptifs. Donc là aussi, j'étais très ému lors de la première de la pièce, parce que je me suis rappelé ce petit garçon qui, avec ses frères et sœurs, faisait des pièces de théâtre dans les abris, en rêvant un jour de faire une vraie pièce de théâtre dans un théâtre. Et donc, ensuite, je suis allé faire mon droit à Paris. Et là, j'ai eu la chance de participer à 2 concours, un de poésie qui était sur le thème de la danse. Et j'avais choisi quelque chose d'original qui était la danse de Salomé dans l'Évangile, quand Saint Jean-Baptiste est emprisonné et qu'elle réclame la tête de Jean-Baptiste. Donc, j'avais eu le premier prix de la ville de Paris de poésie et le poème avait été publié dans Le Figaro, qui est un grand journal français. Et puis aussi, il y avait un autre concours qui était, on devait faire le premier chapitre d'un roman et le synopsis ou le résumé de ce roman. Et également, j'avais été très chanceux d'être le gagnant de ce prix. Et là, je dois reconnaître que la France, je lui dois beaucoup parce que si elle ne faisait pas ce genre de concours qui encourage les jeunes et que je n'avais pas obtenu ces 2 concours, peut-être que j'aurais continué à écrire juste pour le plaisir parce que j'aimais écrire, mais peut-être que je n'aurais pas pris au sérieux cette carrière-là d'écrivain à côté de mon métier d'avocat.
et que, bon, mais ayant gagné ces 2 concours, donc je sentais que j'avais une sorte de responsabilité et qui m'a fait continuer. Ensuite, je suis revenu au Liban pour m'occuper du cabinet d'avocats et j'ai continué à écrire en publiant chez des éditeurs français, mais aussi quelquefois chez des éditeurs libanais, quand c'était des livres, par exemple, qui se rattachaient spécifiquement au Liban et qui ne pouvaient pas peut-être intéresser l'Occident. Donc, j'ai publié ici et là-bas. Et donc, j'ai lancé aussi ce journal dont je vous ai parlé. Et également, j'ai été un moment, pendant quelques années, au ministère de la Culture comme conseiller. Et on a fait beaucoup de choses, notamment avec Hassan Salamé, qui est un grand politologue et qui était un très bon ministre de la Culture, et aussi Mohamed Youssef Baidoun, aussi, qui était un très bon ministre. Donc, on a essayé de faire le maximum avec le peu de moyens que nous avions. Et on a développé la francophonie. On avait tout le temps des bons rapports. On a aussi organisé ce qu'on appelle les Jeux de la francophonie, qui était un très grand succès. J'ai moi-même défendu le dossier de Beyrouth, capitale culturelle du monde arabe, et aussi Beyrouth, capitale mondiale du livre avec l'UNESCO. Et on avait remporté ces 2 dossiers. Donc, ça a été une grande joie pour moi parce que j'ai fait ça évidemment pour mon pays. Et donc, on a, à travers ça, essayé de développer la francophonie tout en développant, bien sûr, la culture libanaise, qui ne sont pas incompatibles, elles se complètent. Et aussi, à l'ordre des avocats du Liban, j'ai été en charge du comité francophone du barreau de Beyrouth, donc de l'ordre des avocats de Beyrouth. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de lois libanaises sont calquées sur le droit français. Donc, c'est très important de garder au Liban la présence du droit français, parce qu'il y a beaucoup de jugements, par exemple, qui sont écrits en arabe avec des références françaises ou des extraits de livres français dans le jugement même. Donc, ça montre bien à quel point il y a cette parenté entre le droit français et le droit libanais. Pour nous aussi, ce qui nous importe, c'est que le français aujourd'hui existe dans à peu près plus de 80 pays, entre les pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et les membres observateurs. Vous savez que le Qatar, les Émirats sont maintenant aussi font partie de cela parce qu'ils sont intéressés. Vous savez qu'il y a la Sorbonne à Abu Dhabi, le Louvre à Abu Dhabi, l'Égypte, évidemment, à Alexandrie, il y a la bibliothèque Senghor. Donc, dans le monde arabe, sans compter bien sûr le Maroc, la Tunisie, maintenant l'Algérie, pour des raisons politiques, n'a jamais fait partie de l'organisation de la francophonie, mais il faut reconnaître que la langue française est omniprésente en Algérie. Moi-même, à l'université de Constantine, j'ai eu droit à 3 mémoires et une thèse de doctorat sur mes livres, alors qu'on n'a aucune relation directe avec eux. Mais ça montre à quel point ils sont intéressés par la francophonie, et notamment par les auteurs arabes francophones. Et puis aussi la diaspora, pour nous c'est important, il y a toute l'Afrique francophone où on a beaucoup de Libanais, donc c'est important aussi pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la francophonie a de beaux jours devant elle parce que démographiquement, c'est la langue qui va le plus évoluer en termes de nombre de locuteurs parce que l'Afrique a une démographie galopante et on considère qu'en 2050, la population qui parle français en Afrique va presque doubler. Donc, on sent que l'enjeu africain pour la francophonie est fondamental. Bien sûr, il y a la France, le Canada, la Belgique, la Suisse et plein d'autres pays, mais aussi donc, le continent africain où on a donc je répète, une grande diaspora est aussi un enjeu important. Et puis, pour les Libanais, pendant la guerre, ils se sont réfugiés dans des pays francophones, notamment la France et le Canada. Et s'ils se sont très bien adaptés dans ces pays-là, c'est aussi parce qu'ils avaient ce facteur culturel de la langue qui a facilité leur adaptation, également en Belgique, en Suisse. Donc, quand on connaît la langue, quand on connaît la culture, quand on a les codes de cette culture-là, ça postule qu'on s'adapte beaucoup plus facilement dans ce contexte-là. Donc, on voit bien que la francophonie, pour nous, c'est à la fois une richesse, une ouverture, un contact aussi avec notre diaspora. Et c'est pour ça qu'on y est attaché. Et moi, je dis toujours qu'il ne faut pas du tout l'opposer à l'anglais. Vous savez, le Liban, on parle toujours de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le Liban, on a 18 communautés religieuses qui vivent ensemble.
C'est vrai qu'il y a eu des problèmes à certains moments, mais on appelle ça la cohabitation, la coexistence, le vivre ensemble. Et moi, je considère que dans les langues aussi, nous devons parler de vivre ensemble, que l'arabe, qui est notre langue maternelle, le français, qui est une langue qui existe depuis longtemps chez nous, et l'anglais, qui est devenu la langue des affaires, ce qu'on appelle aussi le globish, c'est cet anglais un peu rudimentaire que tout le monde parle. Je crois que cette cohabitation entre ces trois langues est pour nous un atout, une grande richesse, et pas seulement linguistique. Vous savez, au jeu de la francophonie dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un volet culturel où les Libanais se classent toujours premiers. J'ai toujours pensé, mais pourquoi chaque fois qu'on fait des Jeux de la francophonie, les Libanais gagnent le plus de médailles en matière culturelle? Et je me suis rendu compte que c'est certainement à cause de cette ouverture qui fait qu'un peintre, un sculpteur, un danseur, un chanteur a dans ce qu'il propose, c'est un creuset, enfin, ce qu'il propose est au confluent de plusieurs sources, de plusieurs canaux qui ont irrigué sa pensée ou son inspiration. C'est un peu comme Khalil Gibran qui, quand il a écrit Le Prophète, par exemple, s'est inspiré un peu de Nietzsche, un peu de William Blake, de plusieurs, aussi de la Bible, du Coran. Donc, mais son génie a été de pouvoir mettre tout cela dans un moule original, nouveau, avec des idées complètement universelles qui font qu'aujourd'hui encore, ce livre est traduit dans 101 langues et que Gibran est devenu un écrivain incontournable. Mais finalement, ce qui a été son atout, c'est justement parce qu'il connaissait bien l'arabe, l'anglais, il avait étudié 2 ans à Paris, donc il avait lu des auteurs français, donc c'est quelqu'un qui a su être une synthèse, il a fait une sorte d'osmose entre toutes ces cultures-là. Voilà. Donc c'est un peu cela, c'est pour ça que Amin Maalouf, dans un entretien avec Le Clésio, le prix Nobel de littérature, il a dit un jour que nous autres, Libanais, nous sommes des conciliateurs, des médiateurs. Donc, on est des médiateurs, des conciliateurs entre différentes cultures. Donc, la culture anglophone, francophone, arabophone, et puis d'autres aussi. Beaucoup de Libanais parlent le portugais, l'espagnol, l'italien, l'espagnol, l'arménien. On a une très grande communauté arménienne au Liban à laquelle nous sommes très attachés. Donc, on voit bien cette richesse qui est un peu notre marque de fabrique aujourd'hui. Maître Najjar, je vous avais encore 5 minutes pour vos paroles. Et il y a une question qui nous est arrivée et qui vraiment touche énormément le sujet de notre rencontre, si vous voulez. C'est Ketty Tatiani Kadetji. Elle pose la question suivante. Monsieur Najjar, est-ce que vous avez déjà un projet d'écriture littéraire sur le thème de la pandémie? Et là, c'est le bon moment pour que vous parliez de la droite couronne. Elle a tout à fait raison, c'est qu'un écrivain ne peut pas rester indifférent à une catastrophe pareille. Au début, c'est vrai, on a pensé que c'était quelque chose de passager, c'est vrai qu'il touchait toute la planète, mais que ça allait passer. Et là, on se rend compte que ça touche profondément toutes nos valeurs, notre mode de vie, que ça bouleverse l'économie, le côté social, sociologique, la pédagogie. On voit bien que des enfants étudient maintenant online au lieu d'avoir ce lien indispensable avec leurs amis, leurs copains, leurs camarades de classe. Ils sont privés de sport, de la nature. On voit bien que les vieux, dans beaucoup de pays, sont un peu mis à l'écart. Même, ils n'arrivent plus à voir leurs petits-enfants. C'est comme s'ils étaient en marge de la société. On voit bien que beaucoup de gens perdent leur emploi. Donc, il y a à tous les niveaux, et bien sûr, au niveau sanitaire, ça a été catastrophique avec des milliers de morts, de blessés, de victimes, je veux dire, de malades. Donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement bouleversant et qui n'a pas cessé rapidement. C'est-à-dire que quand même, ça fait 1 an que nous vivons cette situation. Donc, quand j'ai voulu écrire sur cela, parce que je considère qu'un écrivain doit parler de ce qu'il vit, Jean-Paul Sartre disait toujours qu'un écrivain doit être en situation dans son époque. Et Albert Camus disait que parlait de l'importance du témoignage. Il parlait de l'obstination du témoignage. Ça veut dire que nous avons le devoir de témoigner.
Donc, un écrivain, quand il voit ça, il ne peut pas ne pas en parler. Maintenant, moi, j'ai écrit mon livre au tout début de la pandémie, et c'est pour ça que je dis que c'est le premier acte de la tragédie. C'est comme dans une pièce de théâtre, c'est le premier acte. Parce que je considérais que les commencements sont toujours importants. Comme dans une histoire d'amour, le commencement est beau. Dans la guerre, le déclenchement de la guerre, c'est aussi important d'un point de vue historique. Donc, les commencements ont toujours... et là, le commencement de la pandémie, c'est comment elle a bouleversé du jour au lendemain nos vies, comment nous sommes devenus masqués, comment nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre, quand on a été confinés comme des canaris dans une cage. Donc, on se rend compte que cette tragédie était quelque chose qui a été un vrai tsunami dans notre quotidien. Et donc, j'ai voulu parler de cela à travers un personnage qui se transporte dans 8 pays différents. Donc, il y a les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Iran, le Liban, le Japon et la Chine. Et donc, dans chacun de ces pays, il décrit ce qu'il voit, son expérience, et cela donc éclaire un peu comment chaque société a réagi face à cette pandémie. Et puis dans ce livre, il y a beaucoup de réflexions sur la situation, comment, par exemple, je parle beaucoup de cette leçon d'humilité que nous avons eue, parce qu'on voyait bien de grandes puissances qui croyaient qu'elles arrivaient jusqu'à la planète Mars, qu'elles parlaient d'intelligence artificielle, et qui tout à coup se trouvent frappées comme le dernier des pays du tiers-monde, avec la même, et même plus, la même sévérité, la même, de façon assez considérable. Et on se dit que ces pays qui ont été très souvent arrogants en se croyant tout permis, et puis tous les pays en général qui ont négligé la santé, qui ont négligé le travail des infirmières, des hôpitaux, qui pensaient que l'écologie, c'était anecdotique, que le changement climatique, c'était de la foutaise. Et donc, là, ils se sont rendus compte que finalement, nous avons des obligations vis-à-vis de notre planète. Il y a une responsabilité à l'égard de cette planète, à l'égard de l'humain, et que tout ce dont on s'occupait n'était pas du tout primordial à côté de la santé humaine, à côté de l'environnement, de l'écologie, de tout cela dont on s'est rendu compte maintenant, mais un peu tard. Tous les millions qu'on a investis dans des absurdités, dans l'armement, si on l'avait investi dans les laboratoires de recherche, dans tout ce qui se rapporte au vaccin, on aurait sans doute eu des résultats beaucoup plus importants et on aurait su, sans doute, en ayant des scénarios beaucoup plus intelligents que ceux qu'on avait, on aurait sans doute évité des milliers de morts. Donc, je crois que nous devons aussi faire notre autocritique, nous devons réfléchir tous ensemble sur notre devenir. Et j'espère qu'avec ces vaccins, toute cette tragédie sera derrière nous et qu'on pourra ouvrir une nouvelle page. Ce que je crains, c'est que certains de nos réflexes changeront fatalement, c'est-à-dire cette promiscuité, cette chaleur que, par exemple, au Brésil et au Liban, nous avons en commun, ce noyau familial, c'est comment on s'embrasse, comment on est très proches les uns des autres, comment on va aux condoléances, au mariage, toutes ces fêtes qui fait qu'on était tous proches des uns des autres, contrairement à beaucoup de pays occidentaux où il n'y a plus cette chaleur humaine, mais que nous avons, nous, en commun. Tout cela, je crains qu'elle soit un peu, qu'elle fasse partie du passé et que nous ne puissions plus revivre de cette même façon, avec cette même insouciance, avec cette même chaleur humaine, parce que nous serons conditionnés par des impératifs de santé. J'espère pas, mais bon, je pense que nous avons tous très hâte que ce cauchemar finisse et qu'on revienne à une vie à peu près normale. Merci, Maître Najjar, merci beaucoup. Nous vous avons accompagné, je crois que, comme le fait Madame, notre juge Bacha, elle vous applaudit et moi j'applaudis au nom de tout le monde qui vous suit en ce moment. Vous aurez quelques questions à la fin, il y a des questions qui sont déjà arrivées, on vous les passera à la fin, d'accord? Okay. Et maintenant, oui, parce que maintenant, je passerai la parole à Monsieur le Consul général du Liban à Rio de Janeiro, donc Maître Alejandro Guittar, et lui qui a fait ses études en France, qui a un doctorat en philosophie,
et qui est, je dirais que M. Bétard, le consul Bétard, il est un penseur de notre temps. Donc, Monsieur le consul, je vous passe la parole. Merci, Katia. Vous m'écoutez, Katia? Oui, tout à fait, très bien. On vous entend très bien. Merci pour l'intervention du maître Najjar. Et en plus, je veux faire 2 confessions. La première, que nous vivons au Liban dans une situation de décadence. Une décadence économique, une décadence politique, une décadence morale, éthique, une décadence sanitaire. Et j'ai dit, bon, pourquoi parler? Et qu'est-ce qu'on va parler? Mais enfin, quelqu'un m'a convaincu et m'a dit, bon, au moins, on parle. Il faut parler. La deuxième confession, ça fait longtemps que je ne parle pas en français. Ça fait longtemps parce que c'est mon gouvernement qui m'a envoyé, à cause de mon nom, Alejandro, à l'Amérique latine, Argentine, Chili, Uruguay et maintenant Rio de Janeiro. C'est pour cela, si j'ai un ton espagnol, excusez-moi. Le titre de la conférence ou de l'intervention était « La pandémie et le futur de l'humanité ». De point de vue littéraire, c'était la conférence. En plus, je veux parler de point de vue. Est-ce qu'il y a un point de vue? Un point de vue majuscule? Entre la littérature et la philosophie, il n'y a pas de frontières. Entre la philosophie et la science, pas de frontières. Entre la science et la théologie, pas de frontières. Entre l'ontologie de l'être et le savoir au niveau épistémologique, il n'y a pas de frontières. Comme a dit Derrida, il n'y a pas dehors du texte. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'un seul point de vue, de la pandémie et du futur de l'humanité. Il y a plusieurs points de vue littéraire, philosophique, scientifique, religieux, etc. Avant de commencer encore, il y a c'est pas une anecdote, c'est une petite histoire qu'un philosophe, un professeur de philosophie a posé à ses étudiants une question. Que différencie l'être des autres créatures? Quelqu'un de ses élèves a dit, bon, c'est la volonté, en se basant sur la philosophie de Schopenhauer. D'autres ont dit, c'est la volonté de pouvoir, à la façon de Nietzsche. D'autres ont dit que ce sont les valeurs, à la façon de Max Scheler. Et d'autres ont parlé de la raison, de la dimension politique, etc. Mais le professeur n'était pas convaincu. Il a dit, ce n'est pas la réponse. Et les étudiants ont dit, bon, quelle est la réponse? Il a répondu, bon, la réponse se trouve dans la question elle-même. Et il a ouvert le livre de Martin Heidegger, Sein und Zeit. Il a commencé à parler du Dasein. Dasein, c'est l'être là, c'est l'homme, en réalité, en situation. C'est l'homme au monde. Et il a dit que le seul être qui a la faculté de poser des questions, c'est le Dasein, c'est l'homme. C'est pour cela qu'il se différencie des autres créatures. C'est la question qui le fait différent des autres créatures. Il se pose des questions sur la vie, se pose des questions sur la mort, se pose des questions sur l'existence, se pose des questions sur l'autre. Mais je dis, en ajoutant, et j'étais un de ses élèves, et j'ai dit, bon, si c'est la question, et cet être-là, le Dasein, qui se pose des questions sur son être, c'est un être paradoxal. Il pose des questions sur la mort en mourant. Il pose des questions sur la vie en vivant. Et il pose des questions sur l'existence en existant. Donc, c'est un être, ce n'est pas seulement la question qui le différencie, mais c'est le paradoxe qui le différencie. C'est un être paradoxal. C'est pour cela que je veux commencer en posant des questions, 2 petites questions. Est-ce qu'on peut parler d'une façon a priori du futur de l'humanité à travers une pandémie? La deuxième question, est-ce qu'il y a une relation entre la littérature,
la beauté de la littérature et l'atrocité de la maladie organique. En ce qui concerne la première question, je trouve que l'un des premiers livres qui a traité la pandémie, c'est le livre du philosophe slovène Slavoj Žižek. C'est l'un des premiers qui a écrit un livre, il l'a publié le 20 mars 2020, dès le début de l'expansion de la pandémie au niveau mondial. Et le titre de son livre, le livre intitulé « The Pandemic Shake the World », la pandémie secoue le monde. Bon, j'ai lu ce livre et je trouvais qu'il est un peu prématuré parce que, en lisant ce livre, on trouve la position de l'homme dans le monde comme la position d'une chaise dans une chambre, comme la position des objets dans le monde. Et en réalité, nous vivons le monde, nous souffrons le monde, nous jouissons le monde, et le monde vit en nous, le monde mort en nous, et le monde jouit en nous. Nous sommes une dimension du monde, et le monde est une dimension de nous. La deuxième remarque concernant ce livre, c'est le verbe secouer. Comme s'il y a une force qui agite les objets dans le monde, bouleverse ces objets afin qu'ils arrivent à la stabilité et à la normalité. Je me pose des questions et toujours on parle pendant les pandémies. Est-ce qu'on arrivera à la normalité? Est-ce qu'il y a une normalité? Je crois qu'il n'y a pas de normalité. Il n'existe pas la normalité. Il y a des normalités. On peut pas, où est-ce qu'on peut trouver la normalité? Est-ce qu'on peut la trouver dans la religion, dans la littérature, dans la science, dans l'humanisme, dans l'illustration, dans le modernisme, le postmodernisme? Il n'y a pas une normalité, mais il y a des normalités parce que la normalité est une construction humaine historique. Donc, en tant que construction humaine historique, c'est une pluralité de modalités. La troisième critique concernant la relation. En anglais, Žižek a fait un jeu de mots entre panique, contre la panique. Il y a le mot panique, il y a le mot pandémie en anglais. La panique, c'est un phénomène humain et la pandémie, c'est un phénomène naturel. Ce sont deux phénomènes qui se connectent à travers l'homme. C'est l'homme qui transforme ces deux phénomènes en des événements, mais des événements temporels, parce que c'est l'homme qui fait sortir de ces événements sa temporalité. Que signifie sa temporalité? Ça signifie sa réalisation et manifestation historique. Parler d'une façon a priori de l'évolution d'un phénomène, c'est comme couper sa réalisation, c'est comme couper sa logique et sa réalisation historique interne. Et dans ce cas, j'ai trouvé deux pensées à partir de ce livre. Je tirais deux pensées. La première, c'est une pensée spéculative sans dialectique. La deuxième, c'est une pensée dialectique sans spéculation. Et que signifie ça? La première pensée, c'est une spéculation, c'est-à-dire c'est une pensée qui aliène la réalité selon des idées abstraites afin d'arriver à une utopie. Selon le livre de Žižek, c'est le communiste de solidarité. Et comme je suis en train de lire un de ses livres, le plus important, le sublime objet de l'idéologie, je me pose la question, est-ce que cette révolution ou ce futur communiste de solidarité, c'est la révolution affirmative et définitive après la première révolution bolchevique? Parce qu'il a dit que tout commence spontanément et finit d'une façon affirmative. Est-ce que la façon affirmative de Žižek, c'est la dernière façon?
c'est la fin de notre monde? Je ne crois pas. La deuxième pensée dialectique, c'est une pensée qui accompagne le phénomène dans sa réalisation. Il entre dans le phénomène. Cette pensée, elle entre dans le phénomène, l'accompagne, mais elle, c'est une pensée qui n'est pas spéculative. Elle ne spécule pas. Donc, nous sommes dans un dilemme. Une pensée qui spécule et une pensée qui ne spécule pas. Donc, quelle est la solution? Je suis arrivé à une thèse de Hegel. Le savoir absolu, c'est un texte très important qu'on le trouve dans la dernière partie de son livre fameux, La phénoménologie de l'esprit. C'est quoi le savoir absolu? Le savoir absolu, c'est la raison majuscule réalisée dans l'histoire. Comment se réalise cette raison totale, complète, absolue? C'est à travers le sujet. Et le sujet, c'est quoi le sujet? C'est une conscience consciente de soi, de sa liberté. C'est un sujet conscient de sa capacité intellectuelle absolue. Attention au mot absolu. Et dans ce cas-là, ce sujet libre, à cause de sa connaissance absolue, ouvre avec ses mains le chemin de la praxis. Est-ce que maintenant, nous sommes dans cette étape de savoir absolu? Je ne crois pas. Le savoir absolu, c'est une idée directrice, comme les idées directrices de Kant. Il y a un mot très important de Hegel. Il a dit dans le principe de la philosophie du droit, il a dit « L'oiseau de Minerve ne prend pas son vol à la tombée de la nuit ». Et en plus, Gramsci, dans un des textes de prison, il a dit « Rien n'est écrit d'avance dans l'histoire ». Mais la solution donnée par Hegel, c'était avec son livre « La phénoménologie de l'esprit et le savoir absolu ». Bien sûr, il y a plusieurs interprétations de ce savoir absolu. Il y a l'interprétation d'Alexandre Kojève, de Wahl, le philosophe américain qui a écrit, j'oubliais son nom, qui a fait La fin du monde. Il y a plusieurs interprétations de ce savoir absolu. Je veux terminer après avec ce savoir absolu. D'un point de vue scientifique, le virus, le Covid-19, c'est un organisme formé de ADN ou ARN et avec une couche de protéines. Est-ce que notre organisme, est-ce que le virus est un organisme vivant? On ne sait pas. Parce qu'on n'a pas une définition définitive de la vie. Même, on n'a pas une définition définitive de la mort. Le virus se trouve, comme nous les hommes, nous trouvons dans une zone grise entre ce qui est vivant et ce qui est non vivant. Mais ce virus, d'un point de vue scientifique, a joué un rôle très important dans l'évolution de la vie. Il se trouve partout, dans les océans, dans les plantes, dans les animaux, et même à l'intérieur de l'homme. Il aide, il joue un rôle important dans sa digestion. Le virus, il y a bien sûr les virus malins et le virus bénin. Le virus, ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi, le virus. En général, c'est le virus malin qui est l'ennemi. Mais il y a des virus qui nous aident à évoluer, à vivre. Quand Zizek parle des virus idéologiques, c'est vrai qu'il y a des virus idéologiques, mais en idéologisant, mais en parlant de cette façon, il idéologise les virus. Cette idéologisation des virus, c'est une façon d'utiliser la maladie dans des conflits politico-idéologiques et socio-économiques. En plus, les guerres, les catastrophes, les destructions, les criminels, les corrupts, les terroristes, les guerres de purification ethnique, religieuse,
raciste, le classicisme, tout est existé dès le début de l'histoire humaine. Ce n'est pas le virus qui a fait ça. Et en plus, au niveau moral, éthique, la solidarité, la bonté, la charité, l'amour, l'égoïsme, l'arrivisme, la cupidité, ce sont des valeurs qui existaient dès le début de l'histoire humaine. Bien sûr, ils deviennent plus visibles à cause des pandémies. Donc, que faire dans cette situation? Je dis, la solution que j'ai trouvée après beaucoup de recherches, je l'ai trouvée dans un livre qu'a écrit Gramsci dans sa prison, qui a duré, je sais quoi, que 20 ans dans la prison. Il a écrit son livre « Les canets de prison ». Il a dit « Les pensées ne naissent pas des pensées et les philosophes ne naissent pas des philosophes. La pensée naît de la vie, de la réalité historique concrète, de la souffrance, de la douleur, comme a dit Hegel. » Et en plus, Gramsci a dit encore que l'humanité ne se pose pas de problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. C'est-à-dire qu'il a la confiance en l'humanité et en sa capacité de résoudre et de surpasser tous les événements et tous les phénomènes négatifs. De point de vue littéraire, la littérature, surtout la littérature des témoignages, c'est la littérature, elle forme une partie de la pensée, de la mémoire de l'humanité. L'important de cette littérature se trouve qu'elle nous donne des traces des gens qui ont souffert la tristesse, la souffrance, la maladie, des traces vivantes pour le présent et pour le futur. Et ces traces existent et vivent malgré le temps, malgré l'influence de sujets, malgré l'influence de l'écriture et malgré l'influence de la société. Il y a un philosophe français, nous sommes dans la francophonie, Paul Ricoeur, il a écrit un livre très important que j'ai lu il y a 10 ans, intitulé « Mémoire, l'histoire et l'oubli ». Il a parlé de l'histoire, de la mémoire, d'un point de vue phénoménologique. Qu'est-ce qu'on mémorise? Pourquoi on mémorise? Comment se forment les souvenirs? Dans l'histoire, il a parlé d'une façon épistémologique. Quels sont les principes que doit utiliser un historien pour faire une bonne histoire? Et il a parlé de l'oubli d'une façon herméneutique. Quelle est l'influence de la société, de la pensée dans l'oubli? Pourquoi on oublie? Et qu'est-ce qu'on oublie? De mon point de vue, je trouve que la mémoire est une mémoire sélective. Elle est toujours accompagnée de l'oubli. L'oubli, c'est l'archi-écriture de la mémoire, comme a dit Derrida. Et encore, l'histoire est une histoire sélective. L'historien, il ne peut pas historiser tout. Il y a des détails qui s'échappent. Donc, l'oubli accompagne l'histoire. L'oubli, c'est l'archi-écriture de l'histoire. L'oubli, c'est une dimension ontologique de l'être humain. La littérature est une littérature manquée. L'histoire est une histoire manquée. La mémoire est une mémoire manquée. La science est une science manquée. La théologie, la religion sont manquées. Et en plus, pourquoi ils sont manqués? Parce qu'il y a des détails qui s'échappent. La littérature interroge les vivants qui ont subi la souffrance, la malheur, la tristesse, les champs de concentration, etc. Mais est-ce que la littérature arrive un jour à interroger les morts?
Et si un jour, nous arrivons à interroger les morts, que diront-ils de notre histoire, de notre monde et de notre humanité? Il me reste 5 minutes, non? 5 minutes. L'homme-virus, troisième partie, l'homme-virus. Tu m'écoutes? L'homme-virus, je veux parler de l'homme-virus. Avant l'homme, tout était en soi. En soi organique, en soi minéral, en soi énergétique peut-être, atomique, gazeux, on ne sait pas. C'était un en soi, on peut faire un grand ensemble et dans lequel on met des éléments, les éléments vivants et les éléments non vivants. Mais avec l'évolution de la vie et l'évolution de l'homme et l'évolution de son cerveau, un nouveau phénomène apparaît dans le monde. Ce nouveau phénomène, on l'appelle en philosophie le pour-soi. Mais c'est quoi le pour-soi? Ce n'est pas seulement Sartre qui a parlé de pour-soi en soi, c'est Hegel avant. Le pour-soi, c'est le sujet qui a gagné sa conscience durant une lutte historique. Il est devenu conscient de soi, de sa liberté, de sa faculté de choisir. Donc, il a la capacité de choisir. Et pour faire l'acte de choix, il a plusieurs instruments intellectuels. La négation, l'addition, la soustraction, la connexion, la relation, la soumission. Mais l'un des éléments les plus importants qu'il a utilisé, c'est la négation. C'est pour cela que Sartre, dans L'être et le néant, il a dit que c'est le pour-soi, ou c'est l'homme qui a introduit la négation dans le monde. C'est l'homme qui nie. Mais il parle d'une négation qui ne élimine pas. Il a donné un exemple fameux dans son livre. Quelqu'un veut chercher Pierre dans un café, il y a beaucoup de gens dans le café, et il utilise la négation. Il nie tous les gens qui sont alentour de Pierre pour arriver à Pierre. C'est l'homme commun, c'est l'homme normal, c'est l'homme intelligent. Mais l'homme-virus, il a utilisé cet instrument comme instrument de destruction. C'est comme l'infini, c'est comme la négation infinitive de Hegel qui ne se termine pas, indéterminée. Il nie d'une façon, mais il nie en éliminant. Il détruit, il fait des catastrophes, il occupe, il a fait le système esclavagiste, il a fait le système classiste, il a provoqué la purification dans les pays envahis, la purification ethnique. Il a provoqué, il a formé, il a construit le terrorisme comme instrument de destruction. Les terroristes sont des virus. Les colonialistes sont des virus. Celui qui exploite l'autre est un virus. Celui qui occupe les terrains de l'autre, c'est un virus. Donc, dès le début de l'histoire, l'virus existe. Mais ce virus, malheureusement, dans ce temps contemporain, il souffre. Et comment il a appelé le Covid-19, cet virus? Il a détruit tout. Il a fait tout avec la négation destructrice. Il a appelé le virus, il a appelé le virus Covid-19. Il y a un philosophe très important allemand qui s'appelle Karl Jaspers. Il a parlé de la situation ou des situations limites. La situation limite, c'est la situation dans laquelle l'homme se trouve face à face de sa existence pure. Bon, je ne veux pas parler de ça. Seulement, je veux arriver qu'il y a une limite, une ligne de séparation entre la vie et la mort, entre la santé et la maladie, entre la paix et la guerre. Chaque fois
que nous dépassons cette ligne et nous nous trouvons ou dans une situation de guerre, c'est une situation limite, ou dans une situation de maladie, c'est une situation limite. Et je donne exemple, par exemple, la mort. Si on passe de la vie à la mort c'est une situation limite. La mort, c'est la situation limite de notre organisme vivant. L'virus, aujourd'hui, dès le début de la pandémie, et même avant le début de la pandémie, il a traversé les limites de la nature. Il a transpassé les limites de la nature. Et il a appelé d'une façon artificielle ou contre nature, à travers le laboratoire, à travers je ne sais pas quoi. Il a appelé le virus. Il a invité le virus. Ce n'est pas le virus qui a invité l'homme, c'est l'homme qui a invité le virus. Il a provoqué le virus, artificiellement ou contre nature. Maintenant, le virus se loge dans ses poumons, le détruit et le dévore de l'intérieur. Il y a comme une guerre entre un virus idiot, comme a dit Zizek dans son livre, et un virus intelligent. Une guerre qui se déroule entre ces deux virus au détriment des innocents. Ce sont les innocents qui paient les conséquences de cette guerre. Si on fait un diagramme pour déterminer d'une façon mathématique la quantité de morts provoquées par l'virus et la quantité de morts provoquées par les virus organiques, on trouve que le graphique de l'virus dépasse par plusieurs points le graphique des virus organiques. La conclusion, l'virus, c'est le pire des virus. C'est comme les autres virus, mais les plus méchants, parce qu'il est intelligent. L'autre virus, c'est un virus idiot. Il faut les affronter en respectant les limites de la vie. Notre vie dépend de la vie des autres, et les autres dépendent de notre vie, parce que, comme a dit Michel Henry, la vie dépend de la vie. Je termine avec deux principes. Un philosophe, Ernest Bloch, a écrit un livre, Principes d'espérance, en 1937 jusqu'à 1948. Il a duré, je crois, 9 ans pour écrire, ou plus 11 ans pour écrire ce livre. Je trouve que ce livre, c'est un déterminisme, c'est principe, c'est un déterminisme optimiste. À côté de lui, en 1979, Hans Jonas a écrit le principe responsabilité. C'est un principe catégorique, affirmatif, impératif à la façon kantienne. Mais je trouve personnellement, c'est mieux si on mélange les deux principes, en formant un seul principe, le principe d'espérance responsable. C'est quoi le principe d'espérance responsable? C'est le principe de la créativité. Cette créativité qu'on la trouve dans l'univers, cette créativité qu'on la trouve dans la vie, cette créativité qu'on la trouve dans les œuvres des hommes. Nous sommes responsables de cette créativité. Nous sommes responsables de la créativité de la vie qui a duré longtemps jusqu'à nos jours. Nous sommes responsables de ne pas transformer la vie en une marchandise comme toutes les autres marchandises. Parce que la vie ne s'achète pas. On ne peut pas acheter une marchandise qui s'appelle la vie. Et l'espérance, que espérons-nous? Est-ce que nous espérons l'au-delà, la vie éternelle, la richesse, un poste élevé dans une hiérarchie professionnelle, devenir ministre, député? Non.
nous espérons la créativité, cette créativité de la vie. Cette créativité nous conduira vers le savoir absolu. Le savoir absolu, est une possibilité impossible. Comme la mort chez Heidegger est une possibilité impossible. Comme la métaphysique chez Kant est une possibilité impossible. Comme la donation et le pardon chez Derrida, ce sont des possibilités impossibles. Le savoir absolu est une possibilité impossible, c'est une possibilité manquée. Et c'est dans cette impossibilité que se trouve sa créativité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Alors, on vous applaudit au nom de tout le monde qui vous acompanhe. Merci beaucoup. Muito obrigada, Sr. Cônsul-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. E eu vou agora passar aqui a palavra à doutora Andréa Pachá. Temos muitas perguntas, eu só gostaria que vocês que nos acompanham soubessem que estão chegando muitas perguntas. Tentaremos responder algumas delas. O que não for possível responder, nós vamos encaminhar as respostas, se vocês deixarem o e-mail, pelo e-mail de vocês. A doutora Andréa Pachá é juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, membro da Academia Petropolitana de Letras, tenho o prazer de ser sua colega na academia da nossa querida Petrópolis, autora dos livros A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça e Velhos São os Outros. Este livro foi finalista do Prêmio Jabuti 2019. Inspirada nos julgamentos de inventários, testamentos e curatelas, a doutora Andréa Pachá escreveu uma série de crônicas reunidas nesse livro que falam sobre a delicada relação da resistência que temos com o envelhecimento. E aí vem a pergunta, nesses tempos de pandemia, como se tornou esse conceito? Doutora Andréa Pachá, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu lhe passo a palavra. Kátia, muito obrigada. É uma grande alegria participar desse encontro e, certamente, esse convite se deve à generosidade do nosso cônsul, porque assisti à fala do Alejandro e assisti a essa preleção tão densa e tão profunda que o cônsul nos traz para falar desse nosso momento, para mim é um privilégio. E eu penso que a minha presença aqui se deva muito mais pelos vínculos de afeto que nos unem e pela possibilidade de me aproximar de uma forma tão delicada e generosa desse autor que merece todas as nossas homenagens e de homenagear também, nesse momento, o trabalho belíssimo que vem sendo feito pelo cônsul. Eu fiz alguns destaques para pensar esse momento, porque eu acho que tudo que nós falarmos sobre o futuro da humanidade a partir dessa experiência é um exercício de ficção, porque nunca estivemos tão atônitos, tão desamparados e tão perplexos, sem saber o que pode acontecer, quer com o futuro da humanidade, quer com o futuro da literatura. Mas também, ainda que vez ou outra nós esqueçamos dos limites da nossa condição humana, é apenas desse lugar, entre o nascimento e a morte, que nós amaremos, que nós nos relacionaremos com os outros, que nós odiaremos, sonharemos, nos sentiremos responsáveis pela humanidade, manifestaremos nossas limitações, nossas misérias e padeceremos. Essa é a estupenda dimensão da nossa condição. Nós somos capazes das maiores proezas e das piores destruições. E essa experiência da pandemia que nós estamos vivendo, globalmente, em tempo real e com informações reais, fazem de nós conviventes e companheiros de uma experiência única da humanidade até aqui. Nenhuma outra geração experimentou o desamparo com tanta potência e com tanta concretude, num mesmo momento, e conseguindo uns falarmos com os outros sobre esse desamparo. O Bauman já fez um diagnóstico quando ele falou sobre a era líquida, falando que nós vivemos cercados de sinais confusos, propensos a mudanças rápidas, imprevisíveis, e talvez esse seja um período fatal para a nossa capacidade de amar.
E ele não fala só de amar, de relações amorosas, de relações familiares, mas o que ele constata é o quanto a nossa capacidade de tratar um outro, de enxergar um outro com humanidade, tem sido comprometida nesses tempos líquidos. Eu, infelizmente, não falo o francês, compreendo um pouco o francês, e esse é um buraco que eu tenho na minha formação e que eu adoraria preencher. A minha avó, que veio da Antioquia, me dizia que cada língua que nós falamos é mais um ser humano que vive em nós. E poder falar o francês hoje, para mim, seria estupendo, porque tudo que eu ouvi e tudo que me fez refletir, eu gostaria de contribuir na língua com que foi dito. E quando eu vejo o Nassar falando dessa experiência de precisar ser publicado em francês para não se tornar um escritor amador, eu fico pensando no quanto essa experiência pandêmica pode impactar a nossa vivência a partir da literatura e dos escritos que virão. Certamente, o que interessa e o que interessará ao leitor do futuro não é a experiência subjetiva, porque cada um de nós está vivendo essa experiência. E literatura não se presta a ser a reprodução dos nossos sentimentos. A literatura tem o espaço da transcendência, daquele que consegue olhar o que nós não conseguimos olhar, e a partir do olhar do outro, nós ressignificamos a nossa existência. Então, falar da nossa aldeia vai ser cada vez mais importante. E vai ser cada vez mais importante poder falar da nossa aldeia, que é o que Fernando Pessoa fala quando ele fala do Tejo, que o Tejo é o mais belo rio que corre pela aldeia, mas não é o mais belo rio, porque não é o rio que corre na própria aldeia. E nós vamos precisar da multiplicação e das traduções para que essas experiências se potencializem na medida da necessidade que a humanidade terá com a transcendência. E quando o cônsul fala aqui da importância do esquecimento, da dimensão ontológica do esquecimento, o que eu me pergunto é que esquecimento nos será permitido vivendo em um mundo de uma linguagem virtual que nos remete ao presente de forma irremediável. Nós não temos direito ao esquecimento. O presente volta diariamente e nos obriga a selecionar as dores com as quais nós não queremos mais conviver e que seguramente não conviveríamos não fosse o avanço dessa linguagem tecnológica. Eu concordo que são muitos os desafios, mas concordo também que nós precisaremos mais do que nunca da ficção. E não da ficção que traduza, repito, a nossa dor, porque essa dor é muito permanente. Que geração seremos nós? Que experiência teremos nós? Quando todos estivermos, ou grande parte de nós estivermos vacinados, pudermos voltar a conviver, pudermos voltar a nos abraçar, que experiência teremos nós a partir de tanta dor e de tanto sofrimento? Que experiência é essa que nos impede de viver o luto e de seguir adiante? Que diariamente nos confronta com a tristeza das perdas, com as mortes potencializadas também pelo negacionismo. E que geração será essa? Como nós viveremos sem os nossos ritos fúnebres, sem os abraços e sem as acolhidas? Que humanidade sobreviverá a tanta desumanização? Essa é a pergunta que eu me faço diariamente. Não a convivência com o vírus, que já seria suficiente para nos impactar, para nos mover, para nos levar a questionamentos tão profundos e plurais quanto os que o nosso cônsul propôs. Mas a questão é, para além do vírus, o que nós aprendemos como humanidade até aqui, que não conseguimos transformar esse período de dor
em um período humano de afeto e de solidariedade. Porque grande parte da dor dessa experiência tem sido causada pela desumanização que nos acomete. E não há literatura fora do humano. E antes da pandemia, eu já vinha percebendo que havia um movimento na literatura contemporânea muito autocentrada. Autores que só conseguiam falar ou da distopia ou da angústia diante do processo criativo que não levava a lugar nenhum. E sempre discutia com autores a necessidade da literatura transcender, da literatura nos remeter para espaços onde a realidade não dá conta, porque não é possível que toda a literatura produzida a partir dessa experiência contemporânea de devastação se limite a falar das nossas distopias. É um ciclo que não se interrompe, porque é a partir da literatura que nós conseguimos avançar, que nós conseguimos projetar. Nós somos o que nós somos pelo que nós vivemos e pela experiência potente da leitura, especialmente da leitura e da literatura de ficção. Então, embora eu não fale o francês, é a literatura francesa que me forja. Embora eu não fale a língua árabe, as histórias contadas pela minha avó são as histórias que me levam à curiosidade de questionar, de procurar saber e de escrever, porque você escreve para fugir da realidade, porque a realidade não dá conta, e para tentar entender a realidade, e não fotografá-la e aprisioná-la na ficção. A vida fica muito medíocre quando se tenta transformar a experiência estupenda da criatividade e da ficção numa experiência de gaiola da realidade. E talvez esse seja o grande desafio do autor que sobreviver a essa pandemia. Quais histórias serão contadas? Porque quando nós lemos Camus, e o Alejandro disse que foram os árabes que escrevendo em francês, nos trouxeram uma grande contribuição. Camus foi um dos autores mais lidos durante esse processo da pandemia, falando da peste. Camus era um argelino. E aquela experiência era uma experiência de ficção. Ele não escreveu aquele livro enquanto ele vivia a peste. Ele escreveu aquele livro porque ele conseguia exercitar, quer dizer, praticar o exercício que todo autor pratica quando escreve uma história que não viveu. Só que a pandemia nos une nessa experiência. Ninguém no mundo sobreviverá ao vírus sem essa experiência que humanamente nós todos estamos tendo. E aí, o que nós precisaremos mais do que nunca são de boas histórias para serem contadas. Não necessariamente do tempo da pandemia, mas esse tempo será uma cicatriz, será uma marca que permanecerá para todo sempre, com ou contra a nossa vontade. E se a realidade tem sido infeliz no filtro da verdade, do jornalismo, de forma a permitir que o negacionismo se implante, mesmo diante de tantas mortes diárias, se a realidade tem se limitado a uma disputa por narrativas, onde quem mente mais consegue mais espaço virtual para fazer prevalecer a sua história, é possível que numa comissão da verdade do futuro, o que sobrem sejam as histórias de ficção. Porque é a partir do olhar do autor que nós conseguiremos enxergar esse momento de uma forma mais verdadeira. É paradoxal, aparentemente, que a ficção explique a realidade. Mas nesse momento de pós-verdade, de pós-humanidade, eu não vejo outro espaço senão o espaço do exercício criativo e do uso criativo da palavra para poder explicar e para poder traduzir para o mundo essa experiência.
E em quantas mais línguas as traduções puderem ser feitas a partir dessa experiência da pandemia, mais rica será a nossa experiência na apreensão da literatura. Porque nós merecemos ter acesso à produção literária de qualquer autor, em qualquer província, em qualquer lugar do mundo, porque é dessa diversidade que nós conseguiremos nos transformar num caleidoscópio mais sistêmico, mais global e mais humano. Essa semana, Kátia, dizia que eu ando muito sem esperança. Eu passei o ano passado inteiro escrevendo uma coluna mensal num jornal de circulação nacional, que era no Globo. E durante todo o ano, a minha insistência era na esperança como uma ferramenta de sobrevivência, porque eu entendia que sem a esperança nós não sobreviveríamos, nós sucumbiríamos a tanta dor. Eu hoje não sei mais se eu consigo alimentar essa esperança. E isso tem impactado a minha produção literária, porque nesse momento eu não consigo imaginar que história eu possa escrever ou que texto eu possa compor que signifique alguma coisa para algum leitor ou para mim mesma, porque eu ainda sigo num processo de compreensão dessas transformações e desse mundo. Mas se falta esperança em algum momento, o que tem garantido a sobrevivência e o que tem garantido a possibilidade da gente seguir são esses espaços de criatividade, de respiração e de afeto. Nunca o espaço do amor foi um espaço tão importante para o exercício da humanidade. E o amor com toda a potência que o amor deve ter. E quando eu falo da necessidade da gente sobreviver, é porque nós precisaremos contar essas histórias. Então, nesse momento, que nós sejamos alimentados pelo mínimo afetivo existencial, que é essa experiência que nos reúne aqui, que nos leva a reflexões que dizem respeito à alma, que nos trazem questões existenciais que justificam e, de alguma forma, nos fazem tentar entender diariamente essa nossa vida e esse nosso cotidiano. Eu tenho uma fantasia, e aí já disse isso, que eu estava fazendo muito mais um exercício de adivinhação do que de constatação. Eu tenho uma fantasia de que a literatura que sobreviverá será aquela literatura que conseguir contar boas histórias e que se reconectar novamente com o ethos que Aristóteles trazia na poética, porque é disso que nós estamos precisando, de um vínculo ético que nos junte e que nos reúna em humanidade. Então, eu agradeço muito essa possibilidade dessa conversa e, como espectadora, eu estou encantada com tudo que eu vi e prometo que vou me esforçar para aprender o francês, porque eu quero me sentir mais uma pessoa e acho que ainda dá tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, juíza Andréa Pachá. Você nos emocionou, cada um a seu tempo, Alexandre Najar, o doutor Alejandro Bittar e você, doutora Andréa, nos emocionaram, cada um a seu feitio, cada um à sua forma, mostrando que a sobrevivência está, sem dúvida alguma, na criatividade e na literatura, que é a nossa conversa, que é o campo da nossa conversa de hoje. Bienvenue de retour, monsieur Maître Najar, merci d'être parmi nous. Doutor Alejandro Bittar, nous avons des questions. Eu vou meio que misturar as duas línguas aqui. Je vais vous parler un peu en français, un peu en portugais, monsieur Najar. Oui. Juste une précision, c'est que moi, j'ai tenu, au début de mon discours, avant de parler de pandémie, j'ai tenu à parler de francophonie, d'abord par rapport au prix que j'ai obtenu et ensuite par rapport au mois de la francophonie dans le cadre duquel nous faisons ça. Donc, j'ai tenu à le faire avant de parler de ce sujet. D'ailleurs, que mes collègues ont parfaitement bien expliqué et je vous les félicite pour cette belle présentation. Merci, merci. Mais je crois que vous-même, en écrivant ce que vous avez écrit sur la pandémie, vous avez déjà touché ce sujet dans la littérature et nous vous remercions d'avoir tellement, disons, défendu la francophonie parce que c'est avec vous, ce que vous avez dit que Maître Pachá aussi a fait son intervention.
Nós temos aqui perguntas, nous avons des questions. D'abord, je crois que commence par vous, Monsieur Najar, Maître Najar. Maguelone Orliange, elle demande comment est enseignée la littérature dans les écoles libanaises. Donc, ça dépend, comme on l'a dit, si c'est une école où le français est la deuxième langue ou la troisième langue. Maintenant, au bac libanais, en général, ceux qui prennent le français comme deuxième langue ont des épreuves au bac qui sont de littérature. Donc, il y a un programme qui est suivi et où ils sont interrogés sur des auteurs comme Rousseau, comme Baudelaire, comme Victor Hugo. Et ceux qui prennent l'anglais comme deuxième langue et le français comme troisième langue, ils prennent l'anglais au baccalauréat, mais il y a toujours le français qui est dans les programmes. Donc, en fait, il y a un programme propre au Liban pour ceux qui font le bac libanais ou qui comprend des auteurs français de littérature française. Et il y a le bac français qui est celui de Paris, celui le même que la France, que beaucoup de Libanais. Moi-même, par exemple, j'ai fait le bac libanais et le bac français. Des fois, on peut faire les deux bacs. Évidemment, au bac français, nous suivons le programme qui est propre à tous les pays français, enfin, comme la France. Et le bac libanais, c'est un programme spécial qui inclut des auteurs français. Donc, il y a une bonne connaissance de la littérature française. Maintenant, on essaie d'ajouter la littérature francophone dans son ensemble, c'est-à-dire que des auteurs comme Amin Maalouf, par exemple, soient inclus dans le programme. Et c'est déjà le cas. On voit qu'il y a un intérêt pour la littérature francophone. Enfin, les auteurs libanais francophones commencent aussi à entrer au programme aux côtés des grands classiques français. Para esclarecer aqui aos brasileiros que nos ouvem, quem não entende o francês, no caso, o Alexandre Najar, ele explicou como é ensinada a literatura nas escolas libanesas, que foi a pergunta de Maguelone Orliange, e ele explicou de que forma é ensinado os autores que são abordados, e explicou que há um interesse cada vez maior, uma abordagem cada vez maior de literaturas francófonas no ensino da literatura no Líbano. Maître Najar, encore une question en ce qui concerne la littérature. La question de Belen Bittar, elle demande quel est, selon vous, le lien qui unit la littérature libanaise à la littérature française. Ce qui lie, c'est à deux niveaux. D'abord, nous avons, comme je l'ai dit, depuis 120 ans, nous avons des écrivains libanais qui écrivent en français. Donc, j'ai cité Georges Saadé, Amin Maalouf, Nadia Touaini, Vénus Kourigata, Salah Sétier. Donc, on a une littérature francophone Charles Corbe, par exemple, aussi un grand poète, qui se sont inspirés de la littérature française et qui aiment la littérature française, donc qui ont écrit directement en français. L'autre lien, c'est qu'il y a beaucoup de voyageurs français qui ont visité le Liban, comme Flaubert ou Lamartine, et qui ont écrit, qu'on retrouve dans leurs écrits, beaucoup également de références. Lamartine, par exemple, a écrit un très beau poème sur les cèdres du Liban. Dans Le Voyage en Orient de Flaubert, il parle beaucoup du Liban. Donc, il y a aussi ce lien, si vous voulez, historique ou géographique, et beaucoup d'autres auteurs par la suite. Vous savez, après l'explosion de Beyrouth, il y a eu un livre qui est sorti aux éditions Fayard, qui réunit des auteurs comme Le Clésio et d'autres qui ont rendu hommage à Beyrouth. Donc, on voit bien que les auteurs francophones aujourd'hui, français, ont un lien toujours affectif très fort avec le Liban, sinon ils n'auraient pas participé à cet ouvrage collectif qui, je pense, s'appelle Pour l'amour de Beyrouth. Et je pense que c'est un livre très beau parce qu'il y a une trentaine d'écrivains français ou francophones qui ont participé à ce livre. Et puis la dernière aussi influence, c'est que la littérature française a influencé la littérature arabe. Par exemple, Baudelaire a inspiré pas mal d'auteurs, notamment Lies Abouchab, par exemple, qui est un très grand poète arabe. Également, les surréalistes ont beaucoup influencé nos poètes modernes. Également, le poème en prose français a beaucoup influencé des auteurs comme Unsil Haj. La revue Sha'ar, par exemple, dans les années 60, doit beaucoup aussi à cette influence de la poésie française moderne. Donc, je crois que, et ce n'est pas seulement propre au Liban, en Égypte, quelqu'un comme Taha Hussein, par exemple, a été très influencé par le français. Donc, on sent que
il y a une influence certaine de la littérature française sur la littérature libanaise, et en même temps, il y a un apport des Libanais à la littérature française et francophone, puisqu'on écrit en français, comme Ma'louf qui a eu le Goncourt, qui est à l'Académie française, et donc on fait partie aujourd'hui aussi de cette littérature. Donc il y a vraiment un va-et-vient, une coopération, une collaboration, une amitié très forte. Eu vou tentar resumir um pouquinho o que ele disse, que há uma grande colaboração e uma ligação muito estreita entre a literatura francesa e a libanesa. Ele diz, inclusive, ele afirmou que a literatura francesa influenciou a literatura de língua árabe e que existem libaneses que escrevem diretamente em francês e também escritores franceses que visitaram o Líbano, se inspiraram e também escrevem sobre o Líbano em francês. E ele fez menção a uma coletânea que aconteceu no ano passado, uma reunião de escritores franceses que se reuniram para escrever Pour l'amour de Beyrouth, para o amor de Beirute, depois da explosão. Quer dizer, em razão da explosão, do efeito que aquele fez sobre os escritores, eles se reuniram nessa obra. E outras questões mais, não há tempo para eu colocar tudo aqui agora. Doutora Andréia, você quer falar alguma coisa? Só para lembrar, tem um grupo de jornalistas, 25 jornalistas, se reuniram para escrever um livro que vai lançando agora, chama Amores Confinados. Também a partir da experiência da dor, resolveram contar as histórias de afeto possíveis no meio dessa tristeza. Então, a obra está para ser lançada. É muito interessante. Vou falar rapidinho para o doutor Najar, Maître Najar. Docteur Maître Pacha nous explique qu'il y a maintenant une écriture collective, 25 auteurs qui vont écrire exactement sur les amours confinés, pour ce qui s'est passé, alors comment le fait d'aimer, tout ça, comment réagissent les gens, comment réagit l'amour par rapport au confinement. Très bonne idée. Voilà. Et c'est comme un peu l'amour au temps du choléra, on fait l'amour au temps do corona. Ao invés do amor nos tempos do cólera, o amor nos tempos do confinamento. Uma pergunta agora para a doutora Andréia Pachá. A Clara Antunes pergunta o que seria para a senhora uma boa história? Qual seria a medida do seu julgamento de uma história que vale a pena ser contada? Uma boa história eu só consigo lembrar de Sherazade. Uma boa história é aquela história que não deixa alguém cortar a sua cabeça quando você chega no final dela. E qualquer história pode ser uma boa história. Uma boa história é uma história bem contada, uma história que te remeta à curiosidade e à aproximação com as personagens dessa história. E depois, ninguém escapa de uma boa narrativa, né? A verdade é essa, não é verdade? Agora vamos, nosso tempo está bem curtinho agora, eu vou passar a pergunta agora para o senhor cônsul, Monsieur Alejandro Bittar, doutor Bittar, eu tenho uma pergunta para o senhor, do seu ponto de vista, a ver se ele é lá, ele está aí, deixa eu só chamar o cônsul de volta aqui, eu só não estou vendo o senhor, mas o senhor deve estar nos ouvindo, não é? Bom, a questão é a seguinte, a pergunta de Marie Obeid, do seu ponto de vista, qual é o futuro da existência do Líbano e do seu povo após a pandemia? Pergunta, alors, je vous pose la question en français, de votre point de vue, quel est le futur de l'existence du Liban et de son peuple après la pandémie? Maître Bittar, doutor Bittar? Se o senhor não estiver aí, será que nós perdemos a ligação com ele? Vamos esperar só mais um minutinho. E tem um comentário aqui, tem um comentário também sobre as colocações que fez o Dr. Bittar. A Carmen Heinz diz o seguinte, ela acha que malvados são aqueles que criaram o vírus e não o próprio vírus. Isso aqui foi uma colocação da Carmen Heinz. Será que a gente consegue ter o Dr. Bittar de volta aí? Vamos esperar mais um minutinho só. Vamos ver se ele retorna. Eu queria dar uma informação para todos, como as apresentações de hoje foram feitas em português e em francês, para aqueles que não entendem o francês, haverá essa gravação do nosso encontro de hoje, será divulgado no YouTube do Consulado do Líbano, com legendado, naturalmente, legendado em português, para que aqueles que não puderam, porventura, acompanhar, possam acompanhar todas as colocações e reflexões que foram feitas aqui conosco. Eu vou esperar só mais um minutinho para nós sabermos se
o doutor Bitar vem aqui para responder a última pergunta. Eu acho que ele não vai conseguir. Deixa eu ver se eu tenho um retorno aqui. Roberto, vou ver se você pode me dar uma dica, se a gente continua, se a gente já encerra. Eu acho que ele caiu. Acho que caiu mesmo, né? Caiu. Bom, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, foi uma honra receber você, doutora Andréa Pachá. Foi uma honra receber, c'était un grand plaisir, un honneur, Alexandre Najar, de vous accueillir. C'était vraiment pour nous un grand honneur. Je remercie également donc, les organisateurs, monsieur le consul, tous ceux qui ont participé, et c'est un grand plaisir. Et c'était très intéressant aussi de voir la dimension philosophique, sociologique qui ont été évoquées. Et c'est vrai que bon, j'ai voulu aussi élargir sur la francophonie parce que je considère que dans ce cadre du mois de la francophonie, c'est notre devoir aussi de mettre cette belle rencontre dans ce cadre-là. Voilà. Vous avez bien fait, nous vous remercions et nous sommes sûrs qu'avec la littérature, avec la créativité et avec l'amour, nous allons certainement nous en sortir. Com a criatividade, com a literatura e com o amor, doutora Andréa Pachá, acho que nós vamos conseguir sair dessa, se Deus quiser. E eu aproveito só para explicar a vocês que estão nos acompanhando, daqui a pouquinho, às 19 horas, nesse mesmo canal aqui, do YouTube, da Bibliomaison e da Francofonia, vamos ter um détour en francophonie, que é um programa feito pela Bibliomaison para passar por várias cidades, chama-se Détour en France. Hoje vai ser o détour en francophonie sobre cidades libanesas. Esse encontro vai acontecer entre 19 e 20h30, haverá um papo muito gostoso sobre Beirute, sobre cidades libanesas, sobre Biblos, sobre o que acontece de bom lá no Líbano para o turista, para quem vai visitar, e também falamos das coisas reais, do que aconteceu com o Líbano recentemente, da tragédia do ano passado e de como os libaneses estão tentando sair dessa. Então, se você quiser, continue com a gente, às 19 horas a gente tem um novo encontro aqui, se Deus quiser. Muito obrigada a todos e um bom final de dia. Merci beaucoup. A vous aussi. Muito obrigada. Merci.